Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver. Cette fois-ci et pour la seconde fois, je vous emmène à la découverte de l'univers des ventes aux enchères horlogères. La première fois, et je mettrai le lien en description, on était chez Arcurial, un univers plus feutré. J'ai eu la chance, en marge et avant la vente aux enchères, d'une collection d'un seul particulier, une collection plutôt vintage, avec, vous verrez tout au long de la vidéo, un goût du design pour son propriétaire qui met en vente sa collection, présenté, expertisé par Geoffroy Adair, l'expert parisien depuis près de 30 ans en horlogerie, reconnu, qui va vous présenter pour Tocante en exclusivité, commenter cette collection de montres, une sélection de toute la vente aux enchères. Sa sélection à lui, les montres les plus intéressantes qu'il a voulu vous présenter pour Tocante. On l'a fait en toute amitié et je suis très content de vous présenter cette vidéo qu'on va découvrir dans quelques instants. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez, on y apprend des choses. Geoffroy n'est pas avare en anecdotes, il a envie de vous transmettre, il a eu envie de faire cette vidéo avec moi pour vous apporter un maximum de connaissances, de valeurs, d'anecdotes. On l'a fait en toute amitié, dans un seul but, le partage, la passion. Je vous laisse pour découvrir l'échange que j'ai vécu avec Geoffroy, qui est un échange de passion. On va regarder des montres qui sont accessibles. Vous verrez, il y a certainement pas mal de montres que vous allez apprécier. C'est complètement accessible pour le commun des mortels. Rendez-vous dans la vidéo. À tout de suite. Pensez à vous abonner. Salut. Ce collectionneur, il s'est intéressé principalement soit aux marques disparues. Tu vois, typiquement, cette montre ici, d'un horloger suisse, n'existe plus. Mais c'est un look complètement dingue. Design, avec ce cadran magnifique de ton, avec ses compteurs, cette aiguille orange. De quelle année ? Ça, c'est vers 1975, à peu près. C'est vers 1975. Alors, elle a le motif racing. Tu vois le tour, ici. Donc, ce motif racing qu'on retrouve sur certaines montres. Il y a l'échelle tachymètre, et puis il y a cette aiguille orange, avec aussi une lunette, ici, qui est tournante, qu'on peut ajuster. Ah, c'est un look très sympa. Alors, dans ces années-là, il y avait d'autres montres. Hein. Par exemple, Lip. Alors, les collectionneurs connaissent très bien la marque Lip. Voici un exemple. Toujours pareil, on retrouve sur cette montre quelque chose de très intéressant, la couleur orange. La couleur orange est certainement la couleur la plus utilisée dans le milieu fin des années 70. Tout était orange. Alors je ne sais pas si les youtubeurs qui nous regardent savent, mais quand on était petit, moi je regardais Casimir. Et l'émission Casimir, Casimir il était orange. Donc c'était un monde orange. Alors voilà, donc on a l'aiguille orange. Alors si on a l'aiguille orange, on peut aussi avoir le bracelet orange. Alors ça, le bracelet, il est plutôt contemporain. Mais quand tu regardes la montre, il y a encore ce dégradé orangé à l'intérieur. Alors celle-ci, elle est amusante parce que c'est un système de world timer. On a l'indication avec les principales capitales du monde autour, tu vois, qui tournent et qui nous permet d'avoir les différents fuseaux horaires. Alors à ne pas confondre avec heure universelle, qui est un système différent, puisque le système World Timer, la couronne extérieure tourne avec l'indication des principales capitales dans le monde, mais il n'y a pas la double indication 24 heures en dessous, qui est ce système inventé par Louis Cotier. Donc ça, c'est un système un peu plus simple. Donc je sais que si je me mets, par exemple, sur Calcutta et qu'il est, ou Tokyo, et qu'il est 7h30, je vais pouvoir regarder tout autour et j'aurai l'indication automatique des différents fuseaux horaires. Donc cette montre, elle est sympa, la date à guichet, avec les doubles couronnes. Bon, ça, c'est des montres aujourd'hui qui sont, on va dire, l'équivalent des Young Timer pour l'automobile. Plutôt sympa. Alors on a d'autres variantes. On a une variante ici avec toujours cette double graduation interne avec les différentes capitales, tu vois, sur un mode jour-nuit, le bleu,
étant pour la nuit, le rouge étant pour le jour. On a à l'extérieur une échelle tachymétrique et surtout une règle à calcul, tu vois, sur la lunette extérieure. Ça, c'est très sympa. Elle est très sympa, cette montre. Pareil, voilà, une marque qui n'existe plus, mais c'est un peu le symbole des années 70. Alors, c'est toujours amusant de se dire, pour un expert, de sortir du classique. Sortir du classique. Sortir du classique. Essayer de faire en sorte que les gens se disent, bon, je vais sortir de ma zone de confort, je sors de mon univers qui est connu, reconnu. Alors, ça ne veut pas dire que l'univers connu, reconnu n'est pas bon. Ça veut juste dire que à cette époque-là, il y avait évidemment les marques connues, typiquement cette montre Omega, magnifique, Deville, cadran de ton, avec le système chronostop. Donc celle-ci avait été faite pour le marché italien. Elle est magnifique, ce boîtier monobloc, avec un outil spécial, il y a toujours la mention au dos, tool, un outil spécial puisqu'il faut démonter le boîtier, enlever le cadran, retirer la couronne de remontoir. Mais bon, ça c'est typique des années 70 et puis surtout on voit la qualité d'exécution. Ce qui est très intéressant sur les montres, c'est de voir la qualité d'exécution. Chez Omega, on a une qualité d'exécution remarquable. Le 1/5 de seconde sur le pourtour de l'échelle est magnifique. La date guichet, toujours très soignée. C'est souvent un point de repère. Moi, je regarde toujours l'exécution de la date guichet. Ça, je conseille toujours aux collectionneurs. Quand vous achetez une montre, regardez les angles sur la date guichet. Est-ce que les angles sont sharp ou est-ce que les angles sont un peu arrondis? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a été modifié ou qui est d'origine? Après, évidemment, la signature. Bon, alors voilà, un modèle classique des années 70 avec ce système de montre chronostop qui était en fait finalement une petite innovation. Hein. À l'époque, ils ont fait plusieurs variantes. Il y avait notamment un modèle driver sur ce modèle où on pouvait lire l'heure non pas de 12h à 6h, mais de 3h à 9h, c'est-à-dire qu'on pouvait porter sa montre à l'intérieur du poignet, tu vois, comme ça. Voilà, donc voilà un exemple avec son bracelet, toujours superbe. Le logo, vous voyez, cette montre, tu vois, elle est très sympa parce que en fait, voilà, elle a gardé. Elle est quasiment neuve, hein. Ouais, elle est pas quasiment neuve. À mon avis, elle a été très peu portée, mais c'est vrai qu'elle est en bel état. Alors, on le voit notamment par les inscriptions au dos, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas si on va le voir là à la caméra, mais à l'intérieur, ici, tu vois avec la lumière les petites inscriptions Tool. Là, tu vois, si on joue avec la lumière, tu vas voir, tu vois. Ouais. Si je joue avec la lumière, tu vas voir cette petite inscription Tool avec la numérotation. Ça, c'est très légèrement gravé à la pointe et c'est la première chose qui s'efface au polissage. Ça s'efface directement. Donc, quand on voit cette inscription, ça veut dire que la montre a été bien préservée. Et puis là, on a deux types de polissage. On a un polissage brossé, ici, et puis un polissage miroir sur l'extérieur. Donc, une qualité d'exécution digne du standing Omega. Alors après, une montre insolite, toujours dans le même groupe, hein, puisque Rado et Omega font partie du même groupe. Si à l'époque, c'était déjà le cas. Alors non, c'était pas le cas à l'époque. Il faut savoir que la réunion des montres aujourd'hui qui sont sous l'égide du Swatch Group était pour la plupart indépendante. Mais c'est la maison Omega qui a été à l'initiative de tous ces rapprochements. Il y avait à la fin des années 70 un premier groupement d'horlogers dont Omega était le principal, on va dire, actionnaire sous l'égide de monsieur Hayek père, et puis est né en 1983 le Swatch Group, qui a été lancé par Hayek, et c'est devenu aujourd'hui le Swatch Group qui comprend la marque Rado, la marque Omega et bien d'autres marques, comme certaines les plus prestigieuses, Breguet, Blancpain. Alors voilà, cette montre, elle est vraiment super intéressante.
Moi, ça m'amuse en fait parce que quand j'étais petit, le chronométreur officiel de Roland-Garros, c'était Rado. Il y avait des... Il faudrait qu'on retrouve des images d'époque, mais il y avait des bandeaux Rado. Rado était le chronométreur officiel. Je me demande si d'ailleurs, fin des années 70, début des années 80, on doit retrouver des images d'archives, tu sais, avec la marque Rado. Et alors cette marque Rado, en fait, c'est souvent une marque un peu oubliée. Alors on connaît le modèle céramique qu'on voit assez souvent, mais elle a une gueule folle cette montre avec jour date, un design totalement atypique, ce petit logo sur fond émaillé rouge avec cette petite flèche, C'est sympa. c'est quand même super sympa. Et puis alors, tu vois, quand tu portes la montre, C'est intéressant parce que parfois les gens qui vois. achètent des radeaux modernes se disent pas c'est une non, marque tu te dis tu pas. vois, qui a une histoire, qui avait des Tu modèles. vois la montre à ton poignet, elle a une gueule incroyable. Elle a une gueule. Voilà, elle a une gueule incroyable. Et donc l'idée, si tu veux, c'est d'essayer de faire redécouvrir des marques qui sont souvent oubliées. Alors je dis pas que la marque Rado est oubliée, mais c'est une marque qui a quand même une histoire. Et dans les années 70, ils faisaient des montres avec un design incroyable. Regarde la qualité du bracelet. Tu vas voir la qualité du bracelet. Regarde les mailles du bracelet, la finition du clasp, enfin de la boucle déployante, avec les rainures. C'est trop sympa. C'est sympa. Tu vois, c'est vachement bien. Donc elle va être en vente. Ouais, donc tout ça va être en vente le 26 septembre ici chez Gros et Delettré, rue de Rouault. Pour y participer. Pour y participer, alors les gens peuvent participer à une vente aux enchères, c'est assez simple. Une vente aux enchères, c'est soit on se déplace, ce sera à 18h, donc les gens peuvent venir à 18h, soit sur Internet, donc les gens peuvent utiliser les plateformes qui sont mises à disposition, soit Draw Digital, soit Interenchères, qui sont les plateformes d'enchères utilisées par les commissaires-priseurs, ou sinon laisser un ordre d'achat ou prendre une ligne téléphonique. Alors moi, je conseille toujours aux gens de venir. Il y aura 70 montres. Donc 70 montres, ça dépend de la vitesse du commissaire-priseur, mais a priori, le commissaire-priseur fait du 30 à 40 lots à l'heure. Donc ça va vous prendre 1h30 de votre temps, entre 18h et 19h30. Et vous aurez la chance peut-être d'acquérir une montre sympa des années 70 ou encore un exemple plus récent avec des marques un peu insolites. Alors on parlait de cette marque tout à l'heure. On parle de Beau Bleu, Beau Bleu, qui est une marque tout à fait récente. Et là, je précise que c'est une sélection, une partie de la sélection. Ouais, c'est une partie Donc, de la sélection. Il n'y a pas toute la collection. Il n'y a pas toute la collection. La collection, il y a 78 montres. D'un seul propriétaire. D'un seul propriétaire. C'est l'idée. En fait, l'idée, c'est que quand on fait une vente aux enchères, c'est toujours bien de présenter une collection. Et présenter une collection, c'est aussi présenter un collectionneur. Comment le collectionneur a vu ou envisagé sa collection et au travers de quels critères. C'est-à-dire, lui, ce qu'il aimait, c'était ce que j'appelle le cercle des marques disparues ou le cercle des marques insolites, parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont insolites, et puis il y en a d'autres qui n'existent plus. Et ça, c'est amusant. Il y a eu toute une production, aujourd'hui, il y a tout un revival avec des marques qui n'existaient plus, qui ont été relancées. Tout à fait. Mais il y a tout un revival de ces marques des années 60, des années 70, jusqu'à la crise du quartz, qui était hyper prolifique et qui fabriquait des montres incroyables. Là, les montres qu'on voit ici sont quand même des montres de grande qualité. Celle-ci, avec le design bullhead, elle est dingue. Enfin, voilà, on connaît le bullhead de la maison Omega. Et voilà, ce design a été réutilisé, ça a été réapproprié au travers de cette marque. Les couleurs sont toujours très vives. Moi, je trouve toujours que c'est intéressant, en tout cas pour les collectionneurs, dans le domaine des ventes aux enchères, de leur présenter des choses inhabituelles. Essayez toujours de sortir des sentiers battus. Parce qu'en fait, c'est là où vous allez prendre du plaisir. L'idée de la collection, c'est finalement d'aller explorer des choses qu'on ne connaît pas. Là, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Les montres sont estimées entre 200 et
800 euros. Mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de plaisir. Je pense que après les enchères décideront, on verra s'il y a de l'engouement ou pas. Moi, je pense qu'il y aura de l'engouement parce que c'est intéressant, c'est fun et c'est Pepsi. Voilà, l'idée c'est d'essayer de rendre les choses sympathiques. Geoffroy, on est très content de t'avoir avec nous sur Tocante. Ça fait près de 30 ans, puisque tu as commencé en 1995 à être expert. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, parler de toi, de ton expérience, de ce que tu fais? Alors, en fait, ça fait 30 ans que je fais des expertises de montres. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai travaillé pour différentes maisons de vente aux enchères, principalement à Genève. J'ai démarré ma carrière auprès de mon père qui était commissaire-priseur à l'hôtel Drouot, donc de 95 jusqu'à 2000. Ensuite, de 2000 à 2005, j'ai travaillé pour la maison de vente Antiquorum, où j'ai appris mon métier, c'est-à-dire j'ai vu peut-être les plus belles montres possibles et imaginables entre 2000 et 2005. Puis je suis revenu en France pendant 2 ans pour travailler pour la maison de vente Tajan, où j'ai fait des ventes à Monaco. Et de 2007 jusqu'à 2016, je suis reparti à Genève. Et là, j'ai travaillé en tant que directeur Europe pour la maison de vente Sotheby's, que tout le monde connaît. Alors pareil, j'ai fait le tour du monde. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais m'installer à mon compte. Et donc depuis 2016, j'ai créé ma petite entreprise. Aberwatches. Voilà, je n'irai pas jusqu'au bout de la chanson, mais oui, qui ne connaît pas la crise? Et j'essaye en fait d'aider tous les commissaires-priseurs en France. Je connais parfaitement ce métier, puisque ma famille est dans les enchères depuis presque un siècle, à mettre en avant les montres. Il faut savoir, et il faut que vous sachiez tous, que lorsque j'ai démarré en 95, vendre des montres, c'était impensable dans le marché de l'art. Je revois encore mon père me disant « Ah bon, tu veux vendre des montres? Mais tu es sûr? Tu veux pas vendre du mobilier objet d'art, des tableaux ?» Je dis « Non, moi je veux vendre des montres. » Et j'étais à l'hôtel Drouot, les gens disaient « Ah bah, tiens, Geoffroy, il vend des montres. » Je démarrais avec des Swatch. Puis tout d'un coup, je me suis accroché. J'ai dit « Non, je veux continuer à vendre des montres. » 30 ans plus tard, les gens disent « Ah, il est formidable. Il a eu raison. Il a choisi le bon créneau. » C'est toujours comme ça. Hein. Mais c'est aussi grâce... Et je pense vraiment à tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années. La plus belle accélération que nous avons eue dans les montres, c'est le digital. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand fan des interviews, j'en fais très peu. J'essaye de sélectionner avec qui je fais des interviews parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'expliquer le plaisir que l'on a à collectionner les montres. Je dis souvent, l'investissement dans les montres, n'est pas souvent ma tasse de thé parce que ce qui m'intéresse, c'est l'investissement personnel. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va acheter une montre? Moi, j'ai des collectionneurs, ils achetaient des montres qui valent aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros à quelques milliers de francs. L'idée, c'est d'essayer d'avoir le plus grand nombre, et c'est vrai que grâce au digital, on peut s'adresser en même temps à 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, voire plus. Ça, je le souhaite pour tous les youtubeurs de la Terre. Et donner quand même cette envie, parce que ce métier, il est basé sur l'envie. J'ai eu dans ma carrière professionnelle des montres de 10 euros, et je continue à vendre des montres à 10 euros jusqu'à 25 millions d'euros. Mais quel que soit le prix de la montre, l'émotion est la même. L'idée, c'est quand même de se dire qu'au travers de la montre, on a souvent un morceau de notre histoire. Ces montres-là des années 70 qui peuvent paraître anodines, moi, me font penser à mon enfance. Quand j'ai démarré à regarder les montres, j'allais chez un horloger près de chez moi, et il y avait des montres comme ça avec plein de couleurs, c'était amusant, c'était rigolo. Donc l'idée, c'est voilà, de continuer la passion et d'entretenir la flamme. Et la flamme, c'est ce qui fait la richesse d'un collectionneur. Ah, j'ai découvert une montre. Ah, j'ai découvert un modèle. Donc voilà, une petite sélection de ces montres qui sont vendues le 26 septembre prochain. Tu peux nous dire un mot sur la maison de vente aux enchères? Ah, la maison de vente aux enchères. Alors la maison de vente aux enchères,
Gros et Delettré est une maison de vente qui a une longue histoire, qui est aujourd'hui dirigée par Charles-Édouard Delettré, qui est le fils de Georges Delettré, qui a été pendant des années le président de l'Hôtel Drouot, donc cette institution qu'on ne présente plus, qui est aujourd'hui un peu le lieu de vente où les gens se réunissent. Et puis il y a ce quartier Drouot, où finalement les maisons de vente aux enchères ont chacune leur spécificité. Et c'est vrai que la maison Gros et Delettré est une maison qui s'intéresse aux montres. Vous voyez, il y a une chose qui m'amuse beaucoup dans les ventes aux enchères, c'est toujours l'enthousiasme de l'équipe. Je travaille avec plusieurs personnes dans cette maison de vente, dont Marie-Amélie, Charles-Édouard, et l'enthousiasme. C'est-à-dire, on a un client qui vient, alors on a évidemment tous les moyens modernes de communication pour s'envoyer les photos, et puis des projets qui sont insolites, comme cette vente, de faire une vente de rentrée, qui est une vente fun et Pepsi, avec des montres qui ont un intérêt pour des jeunes collectionneurs. En parlant de fun et Pepsi, celle-ci est plus moderne. Ah oui, celle-ci elle est plus moderne, oui. C'est un exemple typique de Seiko, donc cette marque qu'aujourd'hui les collectionneurs aiment beaucoup, qui est, on va dire, pareil, une marque insolite. On ne parle que de marques suisses, et là on a une marque japonaise. Le Japon est un pays producteur de montres très important. Il y a notamment une culture de l'horlogerie très particulière au Japon. On retrouve à la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle une lecture du temps qui est différente de la nôtre. Le temps est rythmé par les saisons. Les montres japonaises qui ont été fabriquées sous le règne Edo, c'est-à-dire fin 18e, début 19e, sont des montres qui sont calculées sur des saisons. Il n'y a pas de chiffre arabe calculé sur 12 heures avec un calendrier de 365 jours. Ce même calendrier que nous connaissons, qui est hérité du pape Grégoire XIII au XVIe siècle et qui régit le temps sur toute la planète. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que la maison Seiko est devenue aujourd'hui une des références pour les jeunes collectionneurs. Alors voici un exemple d'une montre de plongée. Alors la marque Seiko était très active dans les années aussi 70. Ils ont fait toute une série de montres très amusantes. Et voici un exemple tout à fait récent. Sais-tu à partir de quand il a commencé à collectionner les montres Alors il nous a dit qu'il avait, ça fait 30 ans qu'il collectionne. En fait, ce monsieur a voyagé à travers le monde et puis il achetait des montres au travers de ses voyages. Il allait ici ou là et à chaque fois il trouvait au travers de ses voyages un moment pour s'échapper et voilà, il trouvait certaines montres dans peut-être des brocantes, des marchés. L'idée, c'était toujours l'idée d'une rencontre. C'est toujours la même chose. On se balade. Un souvenir, une rencontre, une émotion. Ouais, c'est ça. C'est un souvenir, une rencontre, une émotion. Il a certainement eu aussi des rencontres qui ont été faites au travers de marques insolites, comme cette montre Seven Friday, qui est un espèce d'ovni de ces dernières années. Totalement. Voilà, avec ce boîtier qui rappelle quand même le design. Hein. On voit quand même que il aime le design un peu des années 60, il aime le design. 70. Ouais. Quand tu regardes les montres, toutes les montres ont ce boîtier carré galbé, quasiment. Tu vois, quasiment toutes les montres ont un boîtier carré galbé, à part celle-ci qui a un boîtier rond, mais elle a un cadran très spécifique, avec la lecture de l'heure, avec ses arceaux. C'est vrai que ça fait penser à un collectionneur automobile, effectivement, Ouais. comme tu l'as dit très justement au départ, qui sera un youngtimer et qui aimerait les voitures, je sais pas, par exemple les vieilles Porsche 911 avec une forme sur la carrosserie, un arrière assez galbé, et là on retrouve un point commun dans la majorité des modèles. Une espèce de patine, quelque chose... C'est au coup de cœur. Hein, ouais, c'est au coup de cœur, mais l'influence des années 70, en tout cas des années design, est très forte. Hein. Très très forte chez lui.
Merci Geoffroy. Bah, merci à toi, merci beaucoup. Merci Et pour voilà, ton expertise, pour ton œil, et puis rendez-vous le 26 le septembre. 26 septembre. Je mettrai les informations dans la description de la vidéo. Ouais. N'hésitez pas à y participer parce que pour une fois, c'est une vente accessible au plus grand nombre. Donc, peu Ouais. importe votre budget, c'est pas une sélection élitiste en termes de prix. Vous pouvez y participer. Je sais que vous adorez les montres vintage de plus en plus, les débutants y compris. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas à y participer. Et on a eu la chance, j'espère que vous serez contents. N'hésitez pas à réagir en commentaire, d'avoir l'œil expert et les commentaires de Geoffroy qui est expert depuis 30 ans. À bientôt les amis. Merci.